Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette 10e nocturne Fédérec, consacrée ce soir au plastique, et notamment à la recyclabilité des plastiques. Nous avons souhaité organiser cette soirée parce que nous voyons depuis quelque temps de nombreux messages dans la presse, un petit peu partout, qui diffusent des messages sur le plastique, sa recyclabilité, différentes opinions, différents avis, qui présentent le plastique sous différents aspects. Et nous avons souhaité organiser cette réunion ce soir en invitant des acteurs du recyclage, enfin, du monde du plastique, qui à eux seuls représentent les quelques maillons essentiels du plastique, du recyclage, c'est-à-dire de sa mise sur le marché, jusqu'à sa collecte, son tri, sa régénération et sa réutilisation en plastique recyclé, puis sa remise finalement sur le marché de ces pièces plastiques. Nous allons recevoir ce soir, nous avons le plaisir de recevoir trois personnes, pardon. Joséphine Coppignot, qui représente la société Werner & Metz, que vous connaissez peut-être un petit peu mieux sous la marque Revette, qui sont des produits d'entretien. Monsieur Sébastien Petit-Huguenin, qui représentera ce soir les usines plastiques, notamment la régénération des granulés plastiques. Monsieur Marc Madec, qui représentera la Fédération de la plasturgie. Et moi-même, juste pour l'introduction, qui vous présentera Fédérec en quelques mots, histoire de remettre dans le contexte. Donc vous voyez les quatre maillons: collecte, Fédérec, collecte, tri, recyclage avec Fédérec, régénération avec les usines, le SRP en partie, la plasturgie avec là, et enfin l'utilisation finale. Alors, rapidement, juste Fédérec, pour juste poser le contexte, Fédérec, c'est 1100 entreprises du monde du recyclage en France, qui dans leur globalité, collectent et recyclent 105 millions de tonnes en France par an. C'est 28 000 emplois non délocalisables en France, c'est 520 millions d'investissements et c'est 9 milliards de chiffre d'affaires. Donc on est sur une structure assez représentative du monde de la récupération et du recyclage en France. Sébastien, je vais te laisser te présenter. Oui. Bonsoir à tous. Donc Sébastien Petit-Huguenin, je suis le directeur général de Paprec et j'ai répondu à l'invitation de Christophe pour effectivement décrire l'essentiel des activités de régénération en France qui sont à la fois présentes chez Fédérec et au SRP. Le SRP, ça représente aujourd'hui 390 000 tonnes de matières régénérées qui sont mises en marché et à peu près 70% de ce qui est aujourd'hui mis en marché en régénéré en France, donc sur un potentiel d'à peu près 560 000 tonnes. Donc. Et donc on vit une époque absolument passionnante puisque voilà, aujourd'hui il y a un objectif de développer cette incorporation de matières recyclées pour la porter à 1 million de tonnes, qui constitue un progrès absolument énorme. Je crois que le sujet qui est posé par Christophe ce soir, ça consiste à savoir quels sont les leviers qu'on a pour aller vers cet objectif extrêmement ambitieux, qui a été décliné au travers de l'ambition 100% plastique du Premier ministre. Et donc un des enjeux clés pour aller vers ce futur dans lequel les matières plastiques recyclées prendraient une part beaucoup plus importante, c'est celui de la recyclabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une usine de régénération est capable d'incorporer et de traiter pour faire un produit de qualité des déchets de pièces en plastique qui sont mises en marché. Merci. Marc, pour la Fédération de la plasturgie. Oui, bonsoir à tous. Oui, donc je représente le secteur de la plasturgie, donc les industriels qui transforment les matières plastiques, encore en grande partie vierges, et demain de plus en plus matières recyclées. Nous représentons donc à peu près 3500 entreprises, 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 200 000 salariés en France. Et donc avec effectivement un axe fort en ce moment, depuis quelques mois, mais plus fort, de travailler principalement sur
l'incorporation de matières plastiques recyclées dans nos produits. Et donc on travaille effectivement en très forte collaboration avec l'ESRP, en tout cas avec les régénérateurs, et puis également avec nos clients, donneurs d'ordre, qui sont les grands donneurs d'ordre de l'industrie de l'emballage, enfin de l'agroalimentaire, donc qui ont besoin d'emballage, du secteur de l'automobile, du secteur du bâtiment, du secteur des équipements électriques et électroniques et de l'ensemble des autres secteurs, soit pour le sport, le bricolage, etc. Donc effectivement, il y a des gros enjeux dans les mois, les années à venir pour que nos plasturgistes, qui sont principalement quand même des PME, voire des TPE, hein, je rappelle, pour que vous connaissance que la moyenne du nombre de personnes dans les entreprises de la plasturgie que nous représentons, c'est 30 salariés. Donc ce sont vraiment des très petites entreprises. Il faut que ces entreprises-là, demain, et encore plus après-demain, incorporent des matières plastiques recyclées. Des gros challenges en termes de connaissance de ces matières, de process, et puis après, derrière, de pouvoir effectivement vendre ces produits auprès des donneurs d'ordre et des consommateurs. Merci. Madame Coppignot, pour Werner Herbert. Bonjour, je suis Joséphine Coppignot, donc je suis responsable marketing pour Werner Herbert. Werner Herbert, je pense que la plupart ne savent pas ce que c'est. En fait, on est une fabricante de détergents en France. On est surtout connu avec la marque Renette dans les réseaux grand public, mais on travaille également dans les réseaux B2B avec les professionnels. On est une société intermédiaire européenne, donc on n'est pas une multinationale américaine, on n'est pas non plus une petite start-up, on a 150 ans, on a 1000 salariés, 400 millions de chiffres d'affaires, et ça fait à peu près 30 ans qu'on est dans le développement durable, 10 ans qu'on s'intéresse aux emballages, ce qui n'est pas notre métier, hein. On fait du détergent, mais 10 ans qu'on s'est dit qu'il fallait mettre du plastique recyclé, et on a vraiment l'ambition d'arriver à 100% de plastique recyclé dans tous nos emballages d'ici 2025, et on est déjà très loin. Donc voilà, pour nous, c'est une partie intégrante de la stratégie, et on le considère comme c'est une partie intégrante de notre responsabilité. Merci. Donc, comme vous pouvez le constater, l'idée était vraiment de pouvoir vous montrer à différentes étapes du métier de la collecte et du recyclage, de vous donner une image et un discours commun. Nous allons avoir deux sujets principaux ce soir, que sont un, la recyclabilité des produits plastiques, et deux, l'incorporation des produits plastiques dans la fabrication des produits. Donc on va traiter ces deux sujets en deux temps. Après, à l'issue de ces deux sujets-là et de la présentation, je vous laisserai bien sûr poser vos questions, et je vous demande juste d'attendre la fin des interventions. L'idée étant de se baser sur une réalité industrielle. Ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, dans nos métiers, c'est vous faire comprendre quelle est l'incidence que ça peut avoir effectivement sur les marchés. Alors, je vais poser la première question. Je vais demander à Sébastien, quelle est pour vous la définition de la recyclabilité ? Alors, si j'ai envie de répondre un peu par une boutade, je dirais la meilleure preuve qu'un produit mis en marché est recyclable, c'est qu'il est recyclé, effectivement. Et donc, autour de cette notion de recyclabilité, on a quand même vécu un dispositif dans lequel on est passé par différentes étapes, dans lequel on a beaucoup pratiqué un greenwashing plus ou moins pudique, dans lequel la recyclabilité, tout le monde mettait en marché un produit recyclable, qu'il y ait ou pas une filière industrielle derrière pour le collecter, le trier, le régénérer et le réincorporer dans des produits. Et je dirais que cette phase-là, pour nous, est finie. On est dans une phase dans laquelle il y a un engagement collectif autour du fait de développer de réelles filières industrielles autour du recyclage. Pour moi, cette recyclabilité, elle se décline autour de deux notions vraiment principales. Il y a une notion de technique qui rend un produit mis en marché recyclable. On pourra rentrer un peu plus dans le détail. Et puis une notion économique. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles, me semble-t-il, on a parfois un peu erré autour de cette notion de recyclabilité, c'est qu'il n'y a pas de recyclabilité si économiquement les conditions techniques économiques font qu'on peut collecter le déchet à un coût qui est maîtrisé, le régénérer à un coût qui est maîtrisé, et trouver des clients qui sont capables de le consommer dans des conditions de marché qui conviennent à tout le monde. Et de ce point de vue-là, le contexte a changé de façon importante, avec des évolutions réglementaires récentes, et autour de cette notion économique du recyclage, il faut
quand même qu'on parte d'un constat important. Autant sur le sujet du recyclage des déchets industriels, il y a des filières qui fonctionnent sans REP et qui fonctionnent bien aujourd'hui en termes de régénération de matières plastiques, autant autour du déchet post-consommation. Aujourd'hui, l'essentiel des flux qui sont régénérés, en particulier par les usines qui font partie du SRP, elles bénéficient d'un soutien par une REP et typiquement dans la filière emballage par le dispositif Citeo. Et donc pourquoi ça? Ça veut dire que le recyclage ne se réalise pas toujours naturellement. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'outils économiques qui lui permettent d'exister. Donc qu'est-ce que c'est la recyclabilité au plan technique? La recyclabilité au plan technique, c'est le fait qu'on soit sur une conception des produits mis en marché qui permet aujourd'hui, à un coût économique maîtrisé, de refaire une matière première de qualité. De ce point de vue-là, on vit aujourd'hui une époque qui est qui est très intéressante. C'est-à-dire que pendant des années, le driver principal de toutes les entreprises de la plasturgie était une logique d'innovation pure, quelque part, peu importe la fin de vie du produit. Et là, on est rentré dans une époque dans laquelle, dans les cahiers des charges, et en particulier sur le sujet des emballages, les industriels intègrent cette notion de fin de vie comme un des critères. Alors, c'est pas une révolution qui va se faire en quelques années. Donc, quels sont les critères qui permettent d'avoir une fin de vie qui permet le recyclage? On sait que le fait d'aller vers des produits qui sont monomatériaux, ou en tout cas qui mélangent des matériaux qui sont compatibles au moment où on va à nouveau refondre la matière, c'est un point qui est absolument clé. On sait que le fait d'aller dans une logique dans laquelle on va limiter le nombre de résines qui sont mises en marché sur une même fonctionnalité, ou en tout cas sur des flux qui se retrouvent en mélange au niveau des sites de collecte, ça c'est une grande logique qui permet d'améliorer la recyclabilité. Et donc pour donner un exemple très concret, aujourd'hui, alors on parle toujours des emballages, je suis désolé, je vais encore parler des emballages, mais sur la fonctionnalité d'une barquette, aujourd'hui, on a une foultitude de résines qui sont utilisées sur les différentes applications. Aujourd'hui, une barquette, on peut la trouver en polypropylène, en PEHD, en PET, en polystyrène expansé. Et donc aujourd'hui, dans ce dispositif-là, quand on rentre dans ce grand programme que vous connaissez tous, qui est l'extension des consignes de tri, on est face à une vraie difficulté, c'est que cette multiplication des résines, elle vient générer des coûts. Et c'est pour ça que la notion économique est importante. C'est-à-dire, si on raisonnait hors sol en disant peu importe les coûts pour collecter, trier et régénérer derrière, on serait peut-être capable de trouver aujourd'hui au polystyrène une recyclabilité. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est pas le cas? C'est pas le cas parce que la capacité qu'on a à séparer ces différents flux, à faire des matières suffisamment pures en sortie, elle n'est pas rencontrée aujourd'hui typiquement sur un produit comme le polystyrène et le polystyrène expansé qui est utilisé dans les barquettes. Donc ça, c'est un petit exemple concret du qu'est-ce que c'est que la recyclabilité. La recyclabilité, c'est quand il y a une éco-conception et aussi une coordination qui intervient entre les différents metteurs en marché pour permettre qu'il y ait des flux qui se dégagent, qui puissent être recyclés. La chaîne du recyclage des matières plastiques, elle est performante en termes économiques, ça veut dire qu'elle génère des matières régénérées à un coût qui est soutenable. Alors, on peut toujours se positionner par rapport au vierge, comme le vierge varie de façon importante, on a un coût raison, un coût tort, mais en tout cas le coût est maîtrisé quand on travaille sur des produits qui sont bien éco-conçus à la base, et en particulier qui respectent un certain nombre de ces critères, éco-conception et puis une certaine homogénéité dans les flux qu'on peut capter. À ce titre, je tenais à signaler vous savez qu'il y a l'équivalent européen du SRP qui s'appelle PRE. Sur le site de PRE, vous pouvez en ligne coter l'emballage que vous mettez en marché en termes de recyclabilité. Vous suivez un petit questionnaire en ligne qui vient vous donner ensuite une petite lettre de notation de produit le moins recyclable à produit le plus recyclable. Donc ces critères techniques, ils sont pas d'une très grande complexité. C'est plutôt sur le sujet effectivement de l'économie que ça devient un peu plus compliqué, cette notion de recyclabilité. Et donc on revient en particulier à la mise en place de dispositifs de collecte qui sont associés, avec ou pas une REP, la mise en place effectivement de standards
partagée par l'industrie en termes de qualité de produits qui peuvent être triés, et d'une façon plus générale, une acceptation par les clients finaux, utilisateurs, de la qualité des produits qu'on a. Pour essayer d'être dans le concret, aujourd'hui, on est en plein paradoxe. Aujourd'hui, on a cet horizon de 1 million de tonnes, mais la réalité, c'est qu'on a une demande florissante, absolument extraordinaire sur des PET grade alimentaire, pour lequel on n'a pas la capacité de fournir aujourd'hui l'ensemble de la demande qui nous est adressée. Alors, ça nous change un peu, parce que ce serait parlé il y a 2-3 ans en arrière, la situation était totalement inversée. Mais si vous cherchez un granulé PEHD dans lequel il y a un peu plus de 7% de polypro à l'intérieur, vous allez être en beaucoup plus grande difficulté pour placer vos matières. Et donc, le sujet économique est un sujet dans lequel la recyclabilité des produits, ça ne marche pas si on n'a pas des flux qui sont suffisamment bons à la base, donc si l'éco-conception des produits n'est pas bonne. Et par ailleurs, c'est un vrai engagement de l'industrie. Et je trouve que cette soirée, et je remercie Christophe pour cette idée d'inviter les différents acteurs de la chaîne, cette recyclabilité, elle marche que quand tous les acteurs de la chaîne travaillent ensemble autour de cet objectif de montée en puissance d'utilisation de matières issues du recyclage. Parce que finalement, c'est qu'à partir du moment où, dans la conception des nouveaux produits en marché, on intègre les caractéristiques des matières régénérées telles qu'elles sont aujourd'hui disponibles sur le marché, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, qu'on a une réelle capacité à monter sur la recyclabilité. Pour essayer de décliner ça en travers de grands secteurs de marché, je pense qu'on peut décrire les grands secteurs de marché. On a ce secteur de l'emballage, autour duquel on peut dire qu'il y a de l'ordre de 3/4 de produits qui sont plutôt bien éco-conçus, qui sont mis en marché. Ils ne sont pas toujours captés, ils sont plutôt bien éco-conçus. Et à peu près 1/4 qui pose vraiment problème, qui sont les produits qui sont ou complexés ou operculés, ou des résines qui viennent un petit peu être trop nombreuses sur une même fonctionnalité, qui du coup pose un certain nombre de problèmes techniques et économiques. Mais on est devant une filière qui, de par sa visibilité, est vraiment en marche pour développer l'utilisation des matières issues du recyclage. Et puis on a 3 autres grands marchés qui sont couverts par les matières plastiques. On a le marché du bâtiment, pareil, dans lequel il y a un certain nombre d'initiatives. Alors il n'y a pas de REP, donc la captation des matières qui sont issues de ces flux-là fait que aujourd'hui le caractère, effectivement, la recyclabilité des produits en marché aujourd'hui est assez faible, même si techniquement les caractéristiques ne sont pas trop mauvaises. Donc il y a des initiatives aujourd'hui sur les points de vente des distributeurs de matériaux pour venir capter un certain nombre de produits qui sont issus des déchets du bâtiment et du chantier en général. Mais aujourd'hui, même si les mises en marché de matières, de produits destinés au bâtiment intègrent déjà de façon importante des recyclés, c'est pas de la boucle fermée, c'est assez peu des déchets qui viennent du bâtiment. Mais en tout cas, il y a déjà un certain nombre d'applications qui existent. Donc on a ces marchés de l'emballage très dynamique, marché du bâtiment pas très bon en captation, mais dans lequel il y a déjà pas mal de choses qui sont faites autour de l'incorporation. En termes de recyclabilité, on a encore des marches à passer. Et puis il y a 2 marchés qui, de mon point de vue, sont vraiment assez atones, qui sont le marché de l'électronique et le marché de l'automobile, à mon sens pour des raisons qui sont plus complexes. Le marché de l'automobile aujourd'hui est vraiment calé sur un référentiel des matières vierges issues du pétrole, qui fait qu'aujourd'hui ça va être extrêmement difficile de sortir du cadre réglementaire dans lequel ils intègrent des matières régénérées. Et la complexité des automobiles fait qu'aujourd'hui on n'a pas de vraie filière de déconstruction à taille nationale qui permet une captation du gisement importante. Là on est sur une filière pour laquelle pour l'instant on ne voit pas beaucoup d'initiatives sortir de terre à date. Et puis un marché de l'électronique dans lequel le gros de la conception et de la production se fait quand même essentiellement hors d'Europe. Et donc les leviers pour vraiment mettre en place de la recyclabilité sur les produits électroniques qui comprennent des plastiques est aujourd'hui extrêmement faible et un peu comme sur le secteur de l'automobile, mais un peu pire, je dirais. Il n'y a pas d'initiative importante et je dirais même on a du mal à trouver les décideurs ou les donneurs d'ordre qui pourraient venir vraiment dynamiser les filières.
Voilà pour ce panorama un peu général. Donc, c'est vraiment très très contrasté, quoi. On voit un secteur dans lequel il y a vraiment du dynamisme qui est globalement celui de l'emballage, et d'autres secteurs dans lesquels on a encore beaucoup de marche à passer pour que la recyclabilité des produits soit une réalité et pas juste une envie. Merci Sébastien. Est-ce que si je peux résumer, plus le produit est complexe, moins il est recyclable. Plus le produit est monoproduit, plus on va réussir à le recycler. Est-ce que ça sous-entend, si je parle au côté trieur, régénérateur, est-ce que tu sais me dire l'incidence que ça a quand on amène un produit qui est composé de multiples résines, quelle est l'incidence sur le granulé qu'on va fabriquer derrière, sur le tri granulé, en quelques mots, avant justement de pouvoir passer la parole à la plasturgie, qui lui va nous parler peut-être plus justement du produit qu'il va justement acheter au collecteur trieur, et voir quelle est l'incidence sur sa production. Alors les plastiques ont cette richesse d'offrir un nombre de cas de figure qui est assez énorme, donc je n'ai pas l'ambition de tous les balayer, mais effectivement, quand on va sur des produits mis en marché qui sont plutôt monomatériaux, ou dans lesquels il est facile de séparer les différentes parties qui viennent se séparer entre des résines différentes, donc une bouteille et son bouchon, ça se sépare bien, c'est deux éléments qui sont distincts. Quand on est par contre sur des produits qui sont co-extrudés, quand on est sur des produits qui mélangent différentes résines, là pour le coup, ça devient quasiment impossible, en tout cas économiquement presque impossible de traiter ces produits-là. Et à date, le recyclage chimique qui est censé pouvoir amener des réponses sur ce sujet-là n'est pas une réalité industrielle. La réalité industrielle qui est en train de sortir de terre en ce moment, c'est les filières de CSR, donc le fait pour ces plastiques qui ne sont pas recyclables, d'être capable d'en capter le pouvoir calorifique, énergétique, pour faire de la chaleur verte et de l'électricité verte. Ça, c'est une réalité. Par contre, le recyclage chimique aujourd'hui, en France en tout cas, n'est pas une réalité industrielle. Elle le sera peut-être un jour. Je pense qu'il y a pas mal de problèmes autour du modèle économique. En tout cas, clairement, c'est pas des filières qui sont opérationnelles à date. Merci. Donc, encore une fois, le plastique, quand il est en mélange dans une valse, s'il y a plusieurs résines, on va avoir des difficultés sur les centres de tri à les trier et à répondre à un cahier des charges que va nous demander la régénération et donc derrière la plasturgie. Marc Madec, représentant de la Fédération de la plasturgie, pour vous, quelle est la recyclabilité? Première question. Et quelle est votre exigence en termes de cahier des charges pour les produits que vous recevez? Sur la recyclabilité, j'aurais pas grand chose à dire de plus que ce qu'a dit Sébastien. Je crois qu'il a fait vraiment le tour complet de cette notion de recyclabilité. J'aurais peut-être un commentaire supplémentaire. Il ne faudrait pas que bien sûr, il y a cet objectif on va dire que de plus en plus, c'est 100% des produits plastiques mis sur le marché soient recyclables. Mais il y a des moments où on va changer de matière plastique. On ne peut pas arrêter l'innovation. On sait qu'il y a dans les tuyaux, il y a des nouvelles matières qui vont sortir un jour. Les bouteilles PET, avant il y avait des bouteilles en PVC. Donc un jour, il y a une matière qui est arrivée et qui a supplanté le PVC. Et donc il faut que ces innovations, parce que voilà, le PET a beaucoup de vertus, mais il y a certainement dans les cartons des chimistes des matières encore plus vertueuses. Et on sait qu'il y en a. Donc demain, il y aura ces nouvelles matières, et donc il faut pouvoir, bien sûr au départ, ce sera quelques dizaines, centaines, milliers de tonnes, et donc du coup ces flux de nouvelles matières n'auront pas de filière, mais il ne faut pas empêcher, voilà, il faut travailler justement en coordination tout le long de la chaîne de valeur pour que ces innovations puissent apparaître sur le marché, parce qu'il y a besoin de progresser. Mais sans perturber les filières existantes. Donc je pense que c'est un sujet qui n'est pas forcément très, très important, mais en tout cas, il ne faut pas que cette exigence tout à fait pertinente de recyclabilité ne soit pas un frein à l'innovation. Quant à effectivement la question sur la qualité des matières régénérées pour nos plasturgistes, nous on travaille
sur des cahiers des charges des donneurs d'ordre, des industriels de l'agroalimentaire, des industriels de l'automobile, des fabricants de matériel électrique et électronique, du bâtiment, etc. Donc nous, on veut des matières qui puissent répondre à ces cahiers des charges. Si on veut substituer une matière vierge par une matière recyclée, il faut que cette matière recyclée réponde au cahier des charges. Alors après, effectivement, il faut aussi travailler sur ces cahiers des charges, parce que ces cahiers des charges ont été, certains datent de très nombreuses années, et donc, on va dire, ont été construits sur la base de matières vierges. Or, aujourd'hui, peut-être ces exigences sont encore aujourd'hui, en tout cas pour certaines qualités de matières recyclées, on va dire, sont des cahiers des charges qui sont, que les matières recyclées ne permettent pas de matcher. Peut-être que ces exigences, parce que les matières vierges, bien sûr, elles sont là sur le marché depuis des décennies et donc ont fortement progressé. Et donc forcément, les industriels, ils ont progressé dans leur cahier des charges avec ces matières. Aujourd'hui, on voit arriver ces nouvelles matières recyclées qui essayent d'année en année, on se rapproche de plus en plus des matières recyclées en termes de cahier des charges, mais il faut peut-être que, on va dire que les donneurs d'ordre et avec l'ensemble de la chaîne de valeur retravaillent ces cahiers des charges, parce que peut-être on fait de la surqualité dans certains domaines, il est certain, et donc de façon à vraiment permettre à ces matières plastiques recyclées de vraiment progresser et d'entrer dans les sites de plasturgie. Voilà, donc nous on travaille sur le cahier des charges, on compare. Nous, on travaille sur des compounds, c'est-à-dire des matières plastiques qui sont formulées, qui sont additivées avec des colorants, des additifs, des antioxydants, des anti-UV, etc., etc. Et donc, nous, on compare par rapport à ces matières plastiques recyclées qui sont aussi des compounds. Les régénérateurs travaillent, formulent comme les fabricants de matières, les compoundeurs qui travaillent sur des matières vierges. Donc, voilà, on est là sur de la comparaison, comme on peut comparer également entre deux fournisseurs de matières vierges. Sur les matières vierges, il y a des fournisseurs qui arrivent à fournir des matières qui correspondent à cahier des charges, d'autres qui n'arrivent pas parce que ça ne fait pas partir de leur business ou de leur capacité de le faire. Voilà, donc on considère, ce qu'on voudrait, nous, plasturgistes, et ce qu'on essaye, nous, Fédération de la plasturgie, c'est de faire en sorte que nos industriels considèrent les MPA, les matières plastiques recyclées, comme des matières à l'équivalent des matières vierges et ne considère que la comparaison, en tout cas principalement sur la teinte des cahiers des charges. Après, il y a d'autres aspects sur la traçabilité. Effectivement, ça c'est un gros travail que doivent faire également les régénérateurs, parce que nous, quand on met les produits sur le marché, on nous demande, voilà, est-ce que ça ne présente pas un risque par rapport aux consommateurs. Il y a une forte impression de ce côté-là. Voilà, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt, donc voilà, il y a une forte demande de ce côté-là, et donc on va avoir de plus en plus une exigence de traçabilité sur ces matières vierges pour savoir ce que nous, parce que nous on est redevable, quand on met les produits sur le marché, c'est nous qui sommes responsables de ce qu'on met sur le marché. Fabricant de matière, on va dire qu'il nous faudrait la matière qu'on lui a achetée. Si on l'a achetée, c'est qu'on considère qu'elle est bonne pour nous, et qu'elle est bonne pour le consommateur qui va l'utiliser. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là aussi à considérer. L'aspect technique, l'aspect réglementaire, donc, et puis l'aspect traçabilité qui fait que ces produits, ces matières, en tout cas les produits qu'on va mettre sur le marché incorporant la matière recyclée, et j'en termine là, soient sans risque pour les consommateurs et pour l'environnement. Merci Marc. Je voulais juste rajouter un point sur cette partie consommation, c'est que pour passer des barrières en termes de taux d'introduction de matières issues du recyclage, il y a un certain nombre de plasturgistes aujourd'hui qui acceptent d'investir dans leur outil industriel pour revoir la façon dont ils fabriquent les produits aujourd'hui et être capables de monter en taux d'incorporation. Vous voyez bien, jusqu'à un certain taux, on peut être à ISO outil industriel, mais souvent dépasser 10-15%, si on va aller vers 40, vers 50, vers 60, voire vers 80, voire vers 100, il y a une nécessité du coup d'adapter les outils industriels, de passer en co-extrusion, de faire ce type d'évolution. Et donc on comprend bien que cette montée en puissance, pour les transformateurs, elle ne se fera pas si on a des ambitions élevées,
à ISO outils industriels. Donc ce sera intéressant d'ailleurs de savoir si chez Werner & Merz il y a des investissements qui ont dû être faits pour être capable de monter en puissance en recyclé. Mais on voit aujourd'hui certains industriels de la plasturgie faire ces investissements pour monter en puissance. Merci, justement, ça tombe bien, c'était ma prochaine question. Justement, sur cet engouement finalement des pouvoirs politiques, publics, finalement de vous, les usines, et vous, les sociétés privées, d'investir dans ces outils-là. J'ai bien entendu ce que tu disais, Marc, justement, sur l'ouverture, on va dire, des consommateurs de granulés à aller plus sur le recyclé aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. Est-ce que ça sous-entend une révolution dans ce monde-là ? Est-ce que tu sais me dire aujourd'hui la proportion qu'utilisent les plasturgistes en granulés vierges et en granulés recyclés, et quel est l'objectif à demain ? Alors aujourd'hui, si on se réfère aux chiffres de mise sur le marché et de part de marché des MPR par rapport aux vierges, on est aujourd'hui à un petit peu moins de 10%, on va dire, donc 90%, plus de 90% aujourd'hui de matière plastique utilisée par les plasturgistes, c'est de la matière vierge. Donc, mais en tout cas, nous, on avait fait une petite enquête il y a 2 ans pour savoir quel était le nombre de plasturgistes qui connaissaient et utilisaient ces matières plastiques recyclées, même à des taux à 5%, et on était arrivé à peu près à 50%. Donc, il faut savoir qu'il y avait une grande majorité de ces plasturgistes qui disaient j'en utilise un petit peu pour un produit particulier, voilà, parce que j'ai voulu faire la main là-dessus, mais je n'ai pas des grandes ambitions. Mais nous, notre ambition, c'est ce qu'a dit Sébastien, ce sont des engagements volontaires de viser 1 million de tonnes, c'est-à-dire 1 million de tonnes par rapport aux 5 millions de tonnes de plastique aujourd'hui consommées, ça fait du 20%. Voilà. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui de quasiment multiplier par 3 le taux d'incorporation, donc les volumes de matière plastique recyclée d'ici à 2025, puisque 2025 c'est la fameuse année d'engagement. Donc du coup, voilà. Mais alors, dans cette masse de plasturgie, il y en a certains qui sont très 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 avancés. On a l'exemple là, parce qu'on va avoir des explications, et puis il y en a quand même une grande partie qui en utilise très peu ou qui n'en utilise pas du tout. Voilà, tout le travail va être vraiment d'emmener toute cette masse d'industriels vers la matière plastique recyclée, et on va s'y atteler 24-24 à partir de maintenant. Enfin, on a déjà commencé depuis quelques mois. Merci Marc. Donc, on touche, vous voyez de près tout de suite la question d'après qui est l'incorporation. Avant d'aller à l'incorporation, on va justement vous présenter un exemple d'une société qui pour nous est déjà pour nous très innovante en termes d'utilisation de matières recyclées plastiques. Il y a quand même peu d'entreprises qui sont capables de monter à des taux d'incorporation aussi élevés. Mais avant de parler du taux d'incorporation avec Copigno, est-ce que vous voulez bien nous définir, comme l'ont fait vos 2 prédécesseurs, le terme de recyclabilité pour vous, et nous dire pourquoi, il y a quelques années, vous avez décidé d'aller dans ce chemin-là, j'ai envie de dire un peu avant les autres, probablement, et jusqu'où vous êtes arrivé. Encore une fois, pas trop le sujet de l'incorporation, on va le voir après. Alors, recyclabilité, honnêtement, il y a encore très très peu d'années, enfin 5-6 ans, je n'aurais même pas vous dire ce que c'est, parce que je n'avais aucune idée. Nous, on est fabricant de détergents, donc ce qui est à l'intérieur du produit. L'emballage, il sert à quoi, je fais du marketing depuis très longtemps. Il sert à avoir un joli facing pour un supermarché, être vu et vendre le plus possible avec un maximum de couleurs pour qu'on le voit, avec un grand facing. Il sert à ça, à se vendre dans les magasins, et après il sert à l'utilisation pour faciliter l'utilisation. Et c'est vrai que quand on achetait, chez Kodiak à l'époque, des produits, moi je me sentais cahier des charges plutôt d'utilisation, et on allait jusqu'à facile d'utilisation du client, et après le reste, je ne me posais pas trop la question. Et recyclabilité, recyclage, c'était très 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 loin, et je ne me sentais pas concernée, honnêtement. Et ça fait que quelques années, notamment depuis que je suis chez Werner & Merz, qui avait commencé, ça fait à peu près 10 ans, à commencer à mettre du plastique recyclé dans les emballages. Je trouvais ça normal, naturel, je trouvais que c'était la bonne évolution. Après, recyclage, recyclabilité, ça,
J'en étais pas encore arrivée là. Recycler, je commençais à comprendre parce qu'on s'y intéressait. Recyclabilité, c'est finalement depuis 5-6 ans, depuis quand on est rentré dans une vraie réflexion d'éco-conception, et ça c'est aussi des termes nouveaux, hein, éco-conception, et nous on applique un peu la règle du tout cradle de la ressource. C'est des choses nouvelles, hein, dans des sociétés comme les nôtres. Je ne sais pas si tous les marketeurs aujourd'hui savent vraiment de quoi il s'agit, ce que c'est qu'une recyclabilité, ce que c'est que l'éco-conception, ce que suppose. Quelle est votre profession derrière? Quelles sont vos contraintes? Finalement, qu'est-ce qui fait qu'un produit peut être recyclé ou pas? Moi, je le découvre depuis 5-6 ans, vraiment. J'ai visité une de mes usines, ça m'a encore ouvert les yeux et je commence à vraiment comprendre. Donc, chez nous, c'est vrai, on a commencé à faire de l'éco-conception. Je commence à comprendre un peu en quoi ça consiste, mais je ne suis pas sûre que ce soit encore très très répandu dans la profession et ça ne fait pas partie de la formation d'un marketeur. Enfin, pas ma génération, peut-être maintenant, et je l'espère parce que je pense que c'est vraiment important. Et après, il faut aussi voir ce qui peut être accepté par un consommateur, parce qu'on reste dans des règles de marché. Hein. On peut faire plein d'efforts, mais il y a des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir aller encore du jour au lendemain. On a déjà fait beaucoup d'efforts, le consommateur bouge. Hein. On sent que ces notions de recyclabilité, de recyclage sont des choses qui lui parlent aujourd'hui. Il ne les comprend pas toujours, il n'arrive pas toujours à comprendre sur un produit la réalité. Hein. Il veut faire mieux et comme vous voyez, on arrive déjà à lui vendre des produits qui sont quand même très sombres en emballage, parce qu'il y a des recyclés dedans, il n'aurait pas accepté il y a 5-6 ans. Il y a des choses qui bougent, il faut l'accompagner, il y a des limites, on ne peut pas aller tout faire du jour au lendemain. Donc voilà, alors pourquoi nous on y allait? Parce que c'est vrai qu'on a une société qui s'est engagée dans le durable depuis à peu près une trentaine d'années, avec d'abord les formules, parce que c'est notre savoir-faire, les usines dans un deuxième temps, parce que ça nous concerne directement, et l'emballage. On s'est rendu compte que c'était une partie prenante et que c'était aussi notre responsabilité au même titre que la formule qu'on mettait dedans, parce qu'un produit fini, c'est un produit avec son emballage. Et donc on a commencé à s'y intéresser, à peu près une dizaine d'années qu'on a commencé à faire du recyclé, avec au début 30% de plastique recyclé dans le PET. Aujourd'hui on est arrivé à 100%, on a mis à peu près 10 ans. Sur le PEHD, on en parlera, on est aussi arrivé maintenant à 100%, mais c'est des choses auxquelles on croit, mais qu'on a été obligé d'apprendre. Donc on y croit parce qu'on croit à un modèle, c'est un peu nos valeurs, on est industriel, mais on pense que les industriels de demain, c'est des industriels qui sont responsables de A à Z, de tout ce qu'ils mettent sur le marché, et que cette notion-là, elle est intégrante à des nouvelles générations d'industriels de demain. Si on veut rester dans la course demain, il faut arriver à maîtriser tout, et la fin de vie aussi. Merci. Je crois me souvenir que vous m'aviez expliqué que vous aviez vous aviez un partenaire intégré directement sur votre site qui fabrique lui-même les bouteilles ou les flacons, si j'ai bien compris. Est-ce que ce partenaire vous explique les contraintes qu'il a, notamment de qualité? Est-ce qu'il vous a dit, voilà, le granulé que je reprends aujourd'hui en tant que recyclé, j'ai des problèmes avec, ou sa recyclabilité est plutôt assez aisée, j'arrive assez bien à passer de 30% il y a quelques années à 80, voire à 5, voire 100% aujourd'hui? Je crois qu'on a appris ensemble. Au début, c'est le travail de plein d'essais. Moi, je me rappelle, je me rappelle pas du début là, du PET, je me rappelle très bien le début du PEHD. Au début, on me disait, on va essayer d'en faire. On m'a montré les premières bouteilles, elles étaient horribles, elles étaient une sorte de blanc, de mat, grisaillé. On m'a dit, de toute façon, on n'y arrivera jamais. Un an après, on m'en a montré où il y avait 30% déjà de PEHD recyclé dedans, et c'était tout à fait acceptable. Un an après, on est venu avec 100%. C'est un travail d'échange, de tests, de validation aussi avec les consommateurs. On apprend, on essaie, on apprend. Il faut du temps. Et oui, je crois que chacun apprend à fur et à mesure. Et c'est vrai que notre entreprise, pour passer sur du plastique recyclé, donc post-consommation, s'est mis en partenariat, on appelle ça l'initiative de recyclage, de recyclage d'initiative. Et donc il y a un partenaire qui nous fabrique les emballages. Dans les différents partenaires, il y a également le point vert allemand, la ITSD. Il y avait quelqu'un de la grande distribution, il y a des ONG, et voilà, c'est des initiatives
où chaque membre, personne impliquée dans la réalisation est partie prenante. Et c'est comme ça que les choses ont évolué, et c'est, je crois que c'est en 2009 que cette initiative de recyclage a été lancée, donc maintenant ça fait 10 ans, et c'est grâce à ça qu'on a réussi à passer d'un emballage avec 30% de recyclé à 100%. Je pense que c'est le partenariat qui est la clé finalement pour arriver à se connaître, se comprendre, tester et avancer. Parce qu'il faut arriver à se connaître et à se comprendre. J'ai une petite question parallèle là-dessus. Est-ce que vous aviez déjà essayé de développer des produits à base d'autres résines, d'autres complexes, un autre flacon, d'une autre résine par exemple? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous vous êtes arrêté en route? Est-ce que vous avez fait des tests? Ou est-ce que vous vous êtes renseigné autour de vous, notamment dans les fédérations, j'entends Plasturgie, voilà, vous allez poser des questions un peu plus largement pour dire, voilà, est-ce que le produit que je veux mettre sur le marché pourrait être recyclé ou recyclable? Au niveau de la recyclabilité, là vous ne parlez pas de la recyclabilité, oui, il y a un travail de fond qui a été fait, maintenant on arrive pratiquement au bout, je pensais aux poches. On peut peut-être présenter monsieur, pardon, excusez-moi, oui, qui est votre collaborateur. Parce qu'un des challenges, c'était les poches détergents qu'il y a en supermarché. Hein. Pour beaucoup, c'est une bonne manière de réduire la quantité de plastique, mais quid de la recyclabilité. Voilà. Typiquement, le développement des poches, la volonté, c'était de faire moins mal. Donc, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une autre phase de faire bien dès le départ. Donc, avec les poches. C'était quoi les poches, pardon? Des poches de détergent. Ah, les recharges. Voilà. En alternative au flacon, développer un détergent en éco-recharge. Donc on gagne en poids de plastique, bon, c'est un effort louable. Mais au bout du compte, les recharges qu'on met sur le marché, elles sont très difficiles à recycler avec les filières actuelles. Donc tout ce qui est plastique souple, c'est un souci. Donc aujourd'hui, on a développé une recharge, elle n'est pas encore sur le marché, mais elle va arriver en fin d'année, qui va être en monomatériaux, donc qui sera facile à recycler. C'est vrai que pendant des années, on n'avait pas de solution. Le consommateur, il voyait une vraie solution écologique, mais en fait, c'était une sorte de non-sens parce qu'elle n'était pas valorisable ni recyclable. Et donc, voilà, nos packagers sont allés voir plein d'intervenants pour essayer de trouver ensemble une solution. Le partenariat avec le plasturgiste est très important. Voilà. Comme ça a été dit, ça nécessite des investissements. Et bien sûr, il faut que le plasturgiste, derrière, il soit soutenu par le donneur d'ordre pour pouvoir investir. Et nous, on s'engage sur des volumes. Souvent, dans un rachat, il faut pouvoir favoriser les investissements. C'est vrai, ça se fait ensemble. Alors ça fait justement partie de l'idée du débat de ce soir, c'est justement de dire, sans mettre de résine en évidence ou de produit en évidence, c'est de dire qu'il peut arriver sur des bonnes idées de fabricants, de metteurs sur le marché, de producteurs, de plasturgistes, de sortir un nouveau produit, une nouvelle résine, ou un nouveau complexe, en se disant, ça part d'une bonne intention, je vais alléger, je vais faire différemment, je vais le sourcer différemment, sans forcément prendre en compte la recyclabilité finale de ce produit-là. Et nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est justement de faire cette chaîne qui est devant vous, c'est-à-dire l'ensemble des maillons de la chaîne pour dire, voilà, quand on va travailler sur un produit, si on va jusqu'au bout de la chaîne, et c'est un petit peu nouveau, je dirais depuis quelques années, qu'on demande finalement l'avis des recycleurs finaux, de dire, ben voilà, est-ce que finalement mon produit, entre le moment où je vais le mettre sur le marché et le moment où il va revenir, eh ben je saurai le récupérer, le recycler. Je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour sur la recyclabilité. Si vous êtes d'accord, on va passer à la question plutôt de l'incorporation. Et là, je vais changer de tour. Je vais commencer par vous, Joséphine, parce que je pense que vous étiez bien parti. Est-ce que vous pouvez me dire, voilà, donc on a parlé de l'incorporation, de combien de pourcentage vous mettiez dedans? Est-ce qu'il y a d'autres développements prévus sur ces résines ou d'autres résines? Est-ce que vous voulez encore monter? Et j'ai une question que je vais vous poser à tous, c'est qu'est-ce que vous pensez des engagements volontaires? Alors, on est donc sur le PET, ces plastiques-là, hein, on les a surtout en supermarché, hypermarché. Donc là, on n'en est pas aussi loin, parce que d'abord, il fallait déjà trouver une bonne qualité, quelque chose de vendable. Donc, on a déjà fait les bouteilles en 1 litre, là, qui sont sur le marché depuis à peu près 2 ans.
Là, on a démarré les 5 litres, donc ils sont ça c'est 100%, ils sont à 50%, et pour les 10 litres, les 50 litres, ça c'est les formats plus industriels. Et là, on a démarré le PP et les bouchons. Voilà. Alors, le frein, c'est l'approvisionnement. Parce qu'il nous faut des qualités vendables. Alors, ça, il y a quelques années, on n'aurait jamais pu le mettre sur le marché, parce que le consommateur n'aurait pas accepté. Il y a quelques années, on pouvait même pas écrire, on n'écrivait pas, on commençait à avoir du plastique recyclé, on n'écrivait pas sur les flacons, parce qu'on avait testé, ils l'auraient rejeté. Dans tous les pays? Oui, parce que là, on le vend sur plusieurs pays. Quand on a commencé il y a 10 ans, on ne pouvait pas le clémer, enfin, c'était pas possible. Et on avait surtout du PET issu de la consigne en Allemagne, donc super qualité, transparence parfaite. Et on s'est dit que c'est bien, mais bon, c'est du détergent, ça serait quand même bien de vraiment mettre du PET issu du tri des déchets ménagers. Et c'est là qu'on a commencé à incorporer, c'est devenu gris. Et on s'est dit jusqu'où on peut aller en termes d'acceptabilité. Donc aujourd'hui, on s'est arrêté à ce niveau-là. On n'est pas encore allé plus loin, donc c'est un mix, hein, les deux. On verra bien si le consommateur nous suit ou pas. Et maintenant, on le met sur l'étiquette. Mais on ne dit pas plastique recyclé. On lui dit qu'en achetant un produit en plastique recyclé, il protège les océans. C'est un peu détourné, mais ça, on sait qu'il y a un écho et une très très bonne acceptabilité. Et donc, on verra jusqu'où on va. Sur le PEHD, on a eu un gros problème de sourcing, on n'en trouvait pas, on est même venu vous voir. Et on a été obligé d'initier un tri avec DSD, le point vert allemand, pour aller le chercher dans les poubelles des déchets en Allemagne, parce que là, il y en a plus, mais ce n'était pas valorisé. Et donc c'est à notre demande qu'ils sont allés le collecter. Donc aujourd'hui, on fait les bouteilles à 1 litre. Mais pour l'instant, on ne peut pas monter en gamme, surtout parce qu'on n'a pas assez de résine de cette qualité-là. C'est surtout fait avec des flacons blancs et transparents. C'était ma question, c'est une résine c'est un type de flacon particulier type chute d'industrie ou non, sélectif? C'est des déchets ménagers. D'accord. Des déchets ménagers, hein. Donc c'est vraiment des déchets ménagers, hein, ça 100%. Mais on veut monter à fur et à mesure des disponibilités sur le marché, on en mettra plus. Et après les bouchons, on a commencé, mais là, Frédéric va vous montrer, il y a 2 échantillons qu'on va vous montrer, ce qu'on a commencé à faire sur le PP. Et un peu les freins, aujourd'hui, c'est les sprays. On va y aller plus loin, mais pour l'instant, on n'est pas allé plus loin. Donc... Comment? En fait, oui, c'est toujours le problème, c'est d'avoir une matière première de bonne qualité, et en particulier pour le polypropylène. Aujourd'hui, bon, on en manque. Donc, si on utilise le produit qui est disponible de façon majoritaire, on arrive à des aspects de produits qui sont très mat, qui ne sont pas acceptés aujourd'hui du moins par le marketing, et difficilement par les consommateurs. Alors, bon, évidemment, on souhaite avoir du plastique de bonne qualité pour intégrer dans nos emballages. Bon, mais bon, aujourd'hui, la démarche va plus loin, parce qu'on ne peut pas demander aux autres ce que nous, on ne ferait pas. Donc, on est en train de switcher un peu tous nos pistolets, nos bouchons, vers des bouchons non colorés. Bon, là, j'ai un exemple de nouveau flacon. Il est en PET 100% recyclé. Donc le décor est fait avec un sliver, donc ça peut s'enlever facilement, donc en PET également. Et le bouchon est en polypropylène 100% recyclé. Par contre, pour faire un bouchon de cette qualité, le gisement en polypropylène recyclé est faible. Mais bon, en faisant ça, on apporte nous aussi notre pierre à l'édifice pour qu'il y ait sur le marché plus de polypropylène recyclable et réutilisable. Vraiment, l'éco-conception, c'est la base. On est conscient que c'est une des clés qui va permettre de faire de plus en plus de recycler pour tout le monde, mais il faut qu'on prenne notre part de responsabilité en faisant l'éco-conception. Au niveau de tout l'emballage, on a parlé du flacon, mais bon, l'étiquette doit aussi faire partie de l'éco-conception, il faut qu'elle puisse s'éliminer facilement.
On va utiliser des cols qui puissent se fondre à chaud pour pouvoir séparer l'étiquette aisément. Tout ça doit être intégré pour faciliter le recyclage. Nos colorants sont sans plomb. On a aussi commencé à regarder tout ça pour être sûr qu'on ne fasse pas de pollution après lors du recyclage, pour faciliter aussi améliorer la qualité du plastique recyclé. On regarde déjà tout ça. Bravo. Voilà. Bravo, c'est pour ça. L'étape a fait plus ou moins une année, donc c'est vrai. Voilà, une année. Oui, c'était important pour nous effectivement de vous avoir et de montrer ces exemples. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que vous me dites aujourd'hui que le consommateur, il a du mal à accepter ça. Il a encore du mal aujourd'hui, ou vraiment on sent que depuis, j'ai envie de dire depuis 1 an, peut-être 2, ça a changé? Non, ça ne change pas si vite que ça, parce que déjà, je vous dis, il ne comprend pas toujours, il n'arrive pas à percevoir la différence. Hein. Il n'arrive pas à lire forcément ce que c'est un point vert, il pense que c'est du recyclé, il voit pas ils ne savent pas, hein, c'est pas une mauvaise volonté. Je crois que tout le monde, beaucoup de consommateurs sont prêts à faire des efforts, ils ont l'impression qu'ils le font, mais ça ils ne savent pas. Donc ça va venir progressivement, mais il y a des choses, comme je vous dis, qui bougent. Il y a déjà une acceptabilité de ça. Aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème. Il y a quelques années, ça n'était pas possible. Il y a des évolutions, il y a des volontés de faire. Maintenant, il faut leur donner aussi les clés pour le comprendre. Et peut-être qu'on ne passera pas du jour au lendemain ça, mais on passera à des choses progressivement. Moi, je pense, moi j'y crois, et dans les prochaines années, ça va certainement beaucoup bouger. Merci. Je reviendrai sur la question des engagements volontaires tout à l'heure, si vous voulez bien. Marc, est-ce que toi, tu peux me dire effectivement, alors on est un peu dans un peu le même schéma, puisqu'elle a une partie intégrée chez elle en termes de plasturgie. Est-ce que toi, en tant que fédération de la plasturgie, tu dis aujourd'hui que tu vois une évolution de la consommation, une évolution de la demande en tout cas. Est-ce que tu te dis aujourd'hui, oui, notre engagement il est d'1 million, mais on voit bien que c'est tiré, et notamment par le consommateur, et vous savez produire ce type de qualité? Alors la demande, nous, mais ça va changer. On a, parce que bon, pour pouvoir justement estimer l'évolution, il faut qu'on ait des données qui soient fiables. Donc il faut collecter les données auprès des industriels. Donc on compte beaucoup, mais sur le SRP, lui, communique ces données, donc les volumes de déchets qu'il utilise en entrée d'usine, et puis le volume de matières recyclées qui sortent de leurs usines. Donc on voit que d'année en année, ça progresse. Et nous, on n'a aucun chiffre encore aujourd'hui sur la consommation de nos industriels. Comme madame, on était à un moment donné, on n'était pas intéressé par ces chiffres-là. Et donc aujourd'hui, effectivement, si on veut pouvoir piloter l'évolution et justement mener les bonnes actions auprès de nos industriels pour qu'ils progressent dans l'utilisation de matières recyclées, il faut qu'on puisse comptabiliser, enregistrer et justement agréger toutes ces données et dire, être capable de donner au moins une fois par an le volume de matières plastiques recyclées qui sont rentrées sur les usines de plasturgie. Donc ça, on a, par exemple, nous, on a développé un outil au niveau européen qui sera traduit au niveau français, justement de déclaration en ligne des volumes de matières recyclées, de matières vierges. Et voilà. Et donc, d'année en année, on pourra vérifier la progression et comparer nos chiffres avec ceux du SRP pour, effectivement, on va dire, avoir des données qui sont complètement fiables. Parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement l'exemple de Renette, mais voilà, c'est vraiment on va dire la médaille d'or, on va dire le Graal de la plasturgie, mais voilà, derrière il y a quand même une foule de plasturgies qui sont très loin de ça. Et justement pour montrer, alors je ne ferai pas la transition avec les engagements volontaires, mais pour montrer à l'ensemble des acteurs, les consommateurs, les ONG, les pouvoirs publics, qu'on progresse. Il faut qu'on soit à même de pouvoir fournir des données qui sont incontestables, vérifiées, etc. Donc là, il y a un gros travail de collecte de ces données. Et donc, c'est sûr que ça progresse. Mais si on veut passer de 300 000 tonnes à 1 million de tonnes en l'espace de 2025, c'est dans 6-7 ans, il va faire vraiment un très gros effort. Et donc,
Et donc, voilà, aujourd'hui, on n'a pas encore franchi la phase d'accélération. On est vraiment dans le démarrage, dans les premiers mètres. Il faut vraiment que la vitesse s'accélère de mois en mois, d'année en année pour aller vers cet objectif. Mais on va dire, c'est pas uniquement les passionnés, tous ceux qui vont pouvoir y aller, c'est toute la chaîne, c'est bien sûr les régénérateurs qui nous ont déjà rassurés sur leur capacité à nous accompagner dans cet objectif du mi-automne. Et puis c'est aussi et surtout nos clients, nos donneurs d'ordre, parce qu'encore une fois, les plasturgies sont en grande partie des industriels sous-traitants qui travaillent pour leurs grands clients. Et donc, s'il faut que le marché progresse, il faut que ça soit ensemble. C'est pas les plasturgistes tout seuls. Les plasturgistes tout seuls, ils feront que des petits pas. Il faut vraiment, comme l'exemple de Renette, avec son plasturgiste, qui ont progressé ensemble. Et je dirais, j'en mettrai un troisième partenaire avec les régénérateurs. Les trois ensemble qui doivent progresser. Et donc, on est vraiment dans une chaîne qui doit travailler de concert. Alors, effectivement, on n'a pas tous, comme dans tous les secteurs, on n'a pas tous les mêmes objectifs, les mêmes attendus. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une convergence. On sent qu'il y a des mouvements vers une convergence, c'est-à-dire que, effectivement, toutes les demandes voilà, passent d'une maille à l'autre. Les demandes des donneurs d'ordre passent aux plasturgistes qui passent aux régénérateurs et ça remonte. Et voilà. Donc on est vraiment de plus en plus dans un échange d'informations, il y a une multitude de programmes, de projets de développement. Voilà. Donc tout ça est en train de s'organiser, mais aujourd'hui c'est difficile on progresse, mais ce qu'il faut pouvoir mesurer, c'est la vitesse, c'est l'accélération en fait. C'est l'accélération et ça, tant qu'on n'a pas d'outils de mesure, on ne peut pas vraiment mesurer. Mais dans les mois qui viennent, on aura cet outil. Et donc, face à cet outil, on pourra dire à nos industriels, voilà, vous en êtes là, demain vous en soyez là, et c'est comme ça qu'on pourra progresser. Donc, parce que sinon, si on a un brouillard, on ne sait pas du tout où on va, et des fois on croit aller vite, et puis finalement on va pas si vite que ça, ou des fois on est déjà arrivé alors qu'on pensait être en retard. Bon, voilà, donc c'est toute une organisation qui doit se mettre en place, et c'est vraiment une révolution. Hein. On est vraiment là dans un basculement, dans un changement de paradigme qui vient, c'est des questions, je crois que c'est la que j'avais dit au moment de l'intervention il y a quelques mois, lors d'un grand événement en Rhône-Alpes. Il dit c'est une question de survie. La plasturgie, demain, si elle ne fait pas ce que fait Renette, demain, c'est la mort des plasturgistes. Alors justement, je vais revenir à ça, je vais passer la parole à Sébastien. Je comprends de ce que disait Madame Coppignot, c'est que on a cette volonté d'y aller et on peut y aller. On peut y aller techniquement, ça c'est très intéressant, même s'il y a des choses à changer dans la perception et le message que l'on diffuse. Par contre, on a un problème d'approvisionnement, en tout cas aujourd'hui. Toi, tu confirmes ça, mais en disant finalement, nous, on s'engage sur le moyen terme, donc on a prévu d'y aller, en tout cas avec la Fédération de la Plasturgie et le SRP. Sébastien, est-ce que tu confirmes cet objectif très ambitieux à court terme? Et est-ce que tu peux également nous donner la vision plutôt collecte-tri, plutôt côté vraiment collecteur, trieur? Est-ce que on a cette capacité, avec les investissements qui sont réalisés aujourd'hui et demain, à aller chercher ces volumes de plastique pour les transformer? Et j'ai envie de mettre une question complémentaire, est-ce qu'il ne faut pas aller diffuser un message sur des résines beaucoup plus monoproduits, en disant voilà, on saura peut-être plus facilement aller chercher des résines si on simplifiait un peu l'éco-conception de ces produits-là? Alors peut-être avant de revenir sur le point de l'éco-conception, moi je voudrais qu'on revienne sur cette histoire d'incorporation, c'est-à-dire clairement, là on a vu l'exemple d'une entreprise qui se pose toutes les bonnes questions. Moi j'ai entendu un certain nombre de mots-clés qui sont absolument clés, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à s'engager dans la durée? Oui, non. Est-ce qu'on peut passer la barrière du marketing? Est-ce qu'on est prêt à clémer, donc afficher, y compris sur l'emballage? Là je vois 80% recycle PET. Donc il y a marqué sur cet emballage
il y a 80% de matière recyclée dedans. Est-ce qu'on peut passer ces barrières-là? On a une société là qui a fait ce choix-là, qui a réussi à passer ces barrières-là. Il y a ce cas-là, puis il y a d'autres sociétés aussi qui sont bloquées et qui n'ont pas forcément réussi à passer cette étape-là. Ma conviction, c'est que si on veut être sur une transformation rapide, il nous faudra des outils économiques pour porter cette transformation rapide, et aujourd'hui, on les a pas. Ou certains sont déjà existants, typiquement la REP, qui est quand même aujourd'hui un levier, vous mentionniez le DSD comme partenaire qui a facilité les choses, donc le financement qui est permis par la REP, ça amène des choses, mais aujourd'hui, je vais donner un autre exemple, on a besoin d'outils économiques pour accélérer. En ce moment, il y a une ébullition sur le sujet des films emballage, pour une raison très simple, c'est que le barème de Citeo s'est modifié pour venir baisser le montant du point vert pour les metteurs en marché qui utilisent plus de 50% de matière régénérée dans leurs films. Comme par hasard, en ce moment, le marché fourmille d'initiatives autour de ce sujet-là. Et je pense que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, si on attend que le monde se transforme à la vitesse des meilleurs d'entre nous, et je crois qu'on a eu un bel exemple ce soir, malheureusement, on n'aura pas la vitesse de transformation dont on a besoin, et donc on a besoin d'outils économiques. Et ces outils économiques, ça peut être effectivement des barèmes éco-modulés. Plus globalement, professionnellement, il me semble qu'on a vraiment besoin de valoriser les économies d'énergie et de carbone qui sont faites à l'occasion du recyclage des matières plastiques. Je vous rappelle que ces économies sont massives. C'est extrêmement performant en termes environnementaux que de venir recycler les matières plastiques. Donc ça c'est très important. Pour venir ensuite sur la question que tu posais, c'est-à-dire du point de vue du tri en amont, est-ce qu'on a la capacité à fournir, j'ai envie de revenir sur ce qui a été dit, c'est-à-dire si les produits qui sont mis en marché évoluent de façon à fournir un gisement qui est plus qualitatif, et ou, alors probablement les deux transformations en même temps, si les cahiers des charges d'utilisation évoluent, là on a vu les deux, on a vu je veux améliorer la qualité de mon produit mis en marché et je passe en transparence sur mon opercule pour être un gisement de qualité plus facile à recycler, et on a vu j'accepte de faire un emballage qui est un peu plus foncé, un peu moins transparent, parce que je suis engagé dans la démarche. Si ces deux choses évoluent en même temps, oui, on aura la capacité à fournir. On a quand même une barrière qui est les problématiques de taux de collecte, qui font qu'aujourd'hui, pour tenir les objectifs qu'on a, il faudra qu'il y ait un grand plan en parallèle de développement de la collecte. Et en France, alors je suis désolé parce qu'on se focalise beaucoup autour de l'emballage, mais dans l'emballage, on a un sujet urbain dense, dans lequel les taux de captation des emballages sont vraiment faiblards, aux alentours de 30%, et ça va pas. Et dans les autres filières, puisqu'on tape sur l'emballage, mais les autres filières aussi vont être rattrapées par la patrouille, il y a un enjeu qui est encore plus majeur, qui est de constituer ces réseaux de collecte qui permettent de collecter à la fin de vie des déchets du bâtiment, des déchets électroniques, et puis des différents produits qui sont mis en marché, et de l'automobile, même si pour le coup, la partie féroce, non féroce de l'automobile est déjà bien organisée. Donc on a quand même des vraies transformations à apporter pour être capable de répondre. Capacité industrielle en France sur les opérations de tri, elle est au meilleur niveau mondial de ce qui se fait. Donc on saura répondre, on saura investir, mais il faut que cette transformation, que les cahiers des charges des donneurs d'ordre évoluent, et puis qu'on améliore aussi petit à petit les emballages qui sont mis en marché pour répondre. Tu as un petit peu répondu à ma dernière question, qui était votre position sur les engagements volontaires. Je crois que dans ta réponse c'était assez clair. Ça suffit pas. Vu qu'il faut un modèle économique un peu pushing pour aller plus loin. Est-ce que c'est ta position? Est-ce que tu peux la confirmer? Est-ce que je peux avoir votre avis à tous les deux pour conclure? Et je vous demanderai de me donner peut-être 2 mots pour conclure cette soirée qui, pour vous, résume la recyclabilité et l'incorporation de matières recyclées. Merci. Oui, je confirme complètement que les engagements volontaires, ils deviendront une réalité qu'à condition qu'on dote d'outils économiques cette filière. C'est une conviction qui est partagée à la fois par les régénérateurs, mais aussi bien évidemment par la filière de la plasturgie. En France, on a besoin de ces outils économiques pour vraiment avancer et réaliser
les volumes qui sont définis au titre des engagements volontaires. Tu as donné l'exemple de Citeo, est-ce que tu en aurais un autre à nous citer par exemple? Sur la captation des déchets du bâtiment, je ne sais pas s'il y aura une REP, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur système, mais en tout cas il faudra qu'il y ait un dispositif de collecte qui soit mis en place et financé pour qu'on aille capter les déchets du bâtiment. Marc? Oui, sur les engagements volontaires, nous effectivement on y a travaillé, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on y travaille, donc il y a eu des annonces en juillet de l'année dernière et puis sur un volume de 600 000 tonnes, et là on est passé depuis à 1 million. Parce que alors effectivement, il faut les engagements volontaires, ça ne doit pas être uniquement le secteur industriel qui s'engage. Il faut que ce soit l'ensemble des parties prenantes, dont les pouvoirs publics, qui détiennent la clé de la réglementation. Quand même, c'est eux qui produisent ces réglementations, ou qui peuvent, on va dire, les déréglementer dans le bon sens. Et puis également l'aide à l'investissement. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui existent, mais qui ne sont pas clairement définis. Donc effectivement, on appelle au pouvoir public pour nous concocter. Alors il y a eu le dispositif hors place, qui était un bon outil, qui était encore trop, on va dire, trop petit, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Là, on parle de centaines, voire de milliards d'euros. Donc il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation. Il y a d'autres secteurs qui sont fortement accompagnés par le gouvernement, dans les énergies renouvelables, etc. Et je pense que le secteur de l'économie circulaire doit faire l'objet également d'un fort accompagnement par les pouvoirs publics. Parce que, encore une fois, nous, on est coincés entre les grands producteurs de matières et puis les grands donneurs d'ordre, mais nous, petits plasturgistes, 30 salariés par entreprise en moyenne, on ne va pas pouvoir, comme disait Sébastien, faire face à des investissements. Un moule, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire des fois pour des moules un peu plus complexes, des centaines de milliers d'euros. Donc c'est très, très lourd du point de vue financier, donc il faut qu'on soit accompagné. On ne demande pas à être comme ça, alimenter, en continu, mais en tout cas qu'il y ait une action d'initiation, vraiment, de lancer d'être l'étincelle, parce qu'une fois que la dynamique sera lancée, que les investissements seront faits, après, on va dire que le système va fonctionner sur lui-même. Mais il y a beaucoup de filières qui ont démarré parce qu'elles avaient été... la filière agricole, le film agricole, elle a fonctionné, et elle fonctionne toujours aujourd'hui, parce qu'au départ, l'ADEME a fortement subventionné cette filière. Et donc, si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, cette filière n'existerait pas. Donc, à un moment donné, il faut se rendre devant la réalité, et donc on fait vraiment un appel au gouvernement, même à l'Europe, pour vraiment lancer des plans d'investissement importants, parce que, encore une fois, c'est des enjeux il y a le changement climatique qui est en jeu, et l'économie circulaire contribue justement à lutter contre le changement climatique. Donc on nous rend les oreilles avec le changement climatique, etc. Bon, la manifestation dans les rues, c'est bien beau tout ça, mais à un moment donné, il faut arriver à des réalités industrielles, et je pense que on doit et la France est forte volonté du gouvernement, et je pense que, malgré tout ce que je peux dire là, quelques propos que j'ai tenus là vis-à-vis du gouvernement, mais je pense qu'on a la chance d'avoir un gouvernement qui nous accompagne, qui veut travailler, avec qui on concocte, on a travaillé sur les engagements volontaires, et nous on est très, très favorable, mais il faut que ces engagements soient d'un côté de l'industrie et du côté du gouvernement. C'est pour ça que nous on travaille sur un projet d'engagement qui associe à la fois l'État et les industriels, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à progresser et vraiment à atteindre ces objectifs très ambitieux dans les années qui viennent. Merci Marc. Joséphine, bien que je pense qu'on a une bonne idée de votre engagement volontaire. L'engagement volontaire, oui, on est très engagé et on s'est engagé dans la feuille de route économie circulaire au mois de juillet dans les 50 premières entreprises. On a fait un engagement massif, je crois que j'ai annoncé 75% sur l'intégralité de ce qu'on mettait sur le marché, aussi bien le PEHD et le PET, c'est pas évident le PEHD, comme je vous ai dit.
Mais oui, on va aller. On aurait mis 100, mais comme il y a certains de nos emballages qui sont classés au transport, on n'est pas sûr d'avoir les homologations liées au plastique recyclé. Oui, et pourquoi on le fait? Alors ça nous coûte plus cher, hein, économiquement c'est plus cher, mais on veut y aller et on veut surtout montrer la voie. La différence de beaucoup, c'est en faisant et en montrant que c'est possible qu'on va entraîner les autres. Et que il faut bien que quelqu'un commence. Et on sait déjà que le fait de l'avoir fait et d'être aussi avancé, hein, on a mis déjà 250 millions de bouteilles de ce type-là sur le marché, et ben ça ne laisse pas indifférent le reste de la profession. Et ils ne peuvent pas dire que c'est pas possible. À partir du moment où vous l'avez fait, ben, ça fait bouger tout le monde derrière. Et donc voilà, notre objectif, c'est d'essayer de faire bouger tout le monde en le faisant. Et ce qu'on veut aussi, c'est entraîner nos clients et nos consommateurs dans cette vision. Comme vous voyez, on arrive à les amener vers autre chose. Ces produits-là qui sont pourtant aussi en B2B, on valorise, et là on s'adresse aux bâtiments publics, etc., aux appels d'offres. On a aussi développé un outil qui valorise l'économie CO2 du plastique, qui calcule les tonnages de plastique recyclé, de pétrole vierge et de CO2 économisé, pour aussi que nos clients en aient conscience et jouent le jeu et rentrent dans cette démarche-là de manière encore plus volontaire de leur côté. Parce qu'il faut aussi leur parler, il faut le montrer, il faut le valoriser, et qu'on y aille aussi d'un point de vue acheteur avec nous, ça ira encore plus vite. Donc, également au niveau des achats et de nos clients, ils ont envie de nous suivre. Je vous remercie Valérie. Donc c'est possible, hein, si on veut c'est possible, et surtout tous ensemble, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Est-ce que vous voulez bien chacun, je vais commencer par vous, me donner pour vous, c'est en deux mots, vraiment les deux mots principaux qui traduisent pour vous ce que c'est que la recyclabilité ou l'engagement en fait, dans cette voie. Le recyclage des plastiques. Comment on améliore le recyclage des plastiques en deux mots? C'est un peu oui, c'est vrai, l'éco-conception, c'est le mot magique. Hein. Pour moi, c'est l'appliquer, c'est le faire. Voilà. Et pour moi, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Très bien. Sébastien? Moi, je dirais que cet engagement, c'est la révolution aujourd'hui. N'oublions pas que la filière de la plasturgie est une filière qui est aussi qui est en danger de mort. Il y a déjà eu des interdictions. Il y a déjà un certain nombre d'applications qui sont interdites. Et donc aujourd'hui, on a besoin de faire cette révolution aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Et mener cette transformation, c'est absolument fondamental. Et encore une fois, on a besoin de ces outils économiques pour la mener à la vitesse nécessaire pour être capable de donner une image qui soit valorisante, que ce soit en interne à nos salariés qui sont demandeurs, et puis au grand public, bien sûr, qui nous challenge de plus en plus. Merci. Marc? Sur l'aspect recyclabilité, je dirais qu'effectivement, c'est cette notion on a parlé d'économie carbone, je pense qu'il faut quand même parler, mais peut-être pas suffisamment. Je pense que c'est là où ça peut être un levier aussi de donner un coup à ces CO2 économisés. Ce serait effectivement un très bon signe. Et puis, oui, pour nous, la plasturgie, c'est entraîner, c'est informer, c'est l'aspect formation aussi qui est important. Et puis, c'est tout ce travail tout le long de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, c'est travailler des ans pour se tenir la main, là, tous les trois. Non, mais c'est vrai, c'est une chaîne de valeur. Et quand on parle de chaîne, c'est des maillons qui sont vraiment soudés les uns aux autres, et il faut vraiment qu'on travaille dans cet esprit-là. Merci. Pour conclure, merci à vous tous déjà, et vous les intervenants et vous les participants. Moi, je conclue en deux mots. L'objectif de cette soirée, c'était de vous montrer que le monde de la plasturgie, quand il se parle, peut répondre aux questions et aux attentes. C'était vraiment l'objectif, de vous montrer que c'est possible en fait. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est possible et on voit que ça avance et que ça avance plutôt assez vite en ce moment, et tant mieux. Des gros investissements qui commencent à être lancés. Donc voilà, ça réagit et ça réagit plutôt dans le bon sens, tant mieux. Voilà. On ouvre le débat sur les questions, n'hésitez pas, à chaque fois que vous voulez poser une question, je vous remercie de vous présenter au préalable et de dire à qui vous adressez. Merci. Sandy Dopin, je suis journaliste à France Inter.
J'avais juste une petite question de biociel. Les bouteilles qui sont fabriquées avec du plastique 100% recyclé, est-ce qu'elles sont aussi facilement recyclables? Et ma deuxième question, c'était sur le marketing. Est-ce que vous estimez que c'est plus facile parce que vous avez des produits, on est sur des produits ménagers, que sur des produits, par exemple l'eau ou les cosmétiques, où là, cette barrière de marketing dont vous parliez est peut-être plus difficile à franchir? Alors, je vais peut-être répondre à la première partie de la question sur la recyclabilité. Donc, ces produits qui sont mis en marché, c'est la même molécule qui est maintenant dans ces produits, qui est la molécule d'origine, donc du PET, du polypro. Et donc, il n'y a pas de problème particulier au fait qu'elle re-rentre à nouveau dans un cycle. Non, cette recyclabilité, c'est un cycle très long, on peut faire beaucoup de cycles avant de dégrader la matière, donc il n'y a pas de problème particulier. Après, encore une fois, c'est l'éco-conception, le fait qu'on améliore la qualité du gisement qui est mis en marché, qui est de nature à pouvoir vraiment monter en puissance. Donc ils sont éco-conçus, hein, donc ils sont recyclables. C'est des résines bien identifiées, c'est pareil, on a 10 années, ça fait vraiment pour ça. Et après la cosmétique, on fait aussi des produits cosmétiques, ça c'est un savon, non, c'est pas celui-là. Hein, c'est destiné à un savon celui-là, non? On a une bouteille analogue utilisée. Ah oui, d'accord, donc c'est pas celui-ci. Mais on fait du savon. Donc oui, Frédéric, tu me disais que là pour l'instant, la qualité cosmétique. Aujourd'hui, on n'est pas encore autorisé à utiliser du plastique recyclé pour le cosmétique. Mais à partir du trimestre prochain, normalement, on devrait avoir les autorisations pour ce qui est de cosmétique à rincer. Parce qu'on a avec un grade particulier. Cosmétique à rincer, c'est-à-dire les savons, les gels douche, les shampoings. Par contre, pas encore pour tout ce qui est crème ou ce genre de choses. On n'a pas le droit. Pas encore vous ou pas encore la législation? En fait, aujourd'hui, on n'a pas encore de plastique qui puisse être homologué pour cette utilisation. Il faut une certaine qualité que jusqu'à maintenant, on n'était pas capable de garantir. Mais c'est en train de changer, très prochainement. Merci. Autre question? Oui, bonjour, Myrtille de la Marche Cuisine Nouvelle. J'ai deux questions sur la recyclabilité. L'extension des consignes de tri sur les premiers bilans que vous faites, quid du rapport entre les gains en volume et la diversité de ce que vous récupérez? Est-ce que tout ça se repère dans tous les refus de tri que vous devez gérer? La deuxième, elle est sur les bioplastiques. Parmi les réponses d'innovation et de tentatives de réponse au plastic bashing, là, il y a quand même un certain nombre d'options sur les bioplastiques et le compostable. Comment ça se gère dans vos flux derrière en recyclage? Alors sur le premier sujet qui est effectivement l'extension des consignes de tri, l'extension a amené deux choses principales. La première chose, c'est qu'on est monté en taux de captation des flux qu'on captait déjà. Donc typiquement les bouteilles, les flacons, on a réussi à augmenter la captation qu'on avait. Et deuxième chose, on s'est retrouvé avec les nouveaux flux, donc tous les poses et barquettes qu'on n'avait pas auparavant et qui ne faisaient pas l'objet des consignes de tri, et puis les films. À cette occasion-là, on a récupéré un certain nombre de produits qui étaient pour certains bien éco-conçus, donc une barquette mono PET, c'est plutôt bien éco-conçu, et puis on a aussi récupéré plein de produits qui étaient mal éco-conçus. Et donc de ce point de vue-là, il y a les deux versions de l'extension des consignes de tri. Il y a une première version qui, de mon point de vue, a été absolument désastreuse, qui a consisté à venir mélanger ces produits pas très bien éco-conçus dans des flux existants qui avaient déjà des filières de recyclage installées. Et donc là, il y a une vraie erreur faite à l'époque qui a consisté à mettre typiquement les poses et barquettes en mélange avec les bouteilles et flacons qui étaient déjà collectés depuis longtemps. On a mis un certain temps avant de corriger le tir, mais la nouvelle version de l'extension de consigne de tri telle qu'elle se déploie aujourd'hui, elle fait cette séparation. Et donc et puis elle a prévu des opérations de surtri qui vont permettre d'aller jusqu'à la résine de façon précise. Et donc là, on l'a remise sur les rails, et de ce point de vue-là, on a retrouvé un fonctionnement qui est sécurisant pour l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage. Donc on apprend, parfois on fait des erreurs, mais on apprend en avançant sur cette histoire d'extension de consigne de tri. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle cinématique, on considère que c'est vraiment satisfaisant. Est-ce que l'extension des consignes de tri n'a pas transformé l'éco-conception des produits? On a beaucoup parlé ce soir. Et donc il y a effectivement des produits captés qui ne sont pas recyclables. Est-ce que c'est grave?
à terme, si on veut recycler plus, il faudra que la conception bascule. Mais en tout cas, ça permet de les mettre dans des endroits où ils sont triés et du coup d'ouvrir cette voie dont je parlais tout à l'heure de valorisation énergétique. Parce qu'avant, quand ils étaient dans les ordures ménagères, malheureusement, ils étaient mélangés avec des produits qui avaient des PCI pas intéressants, alors que là, on les remet avec des produits qui ont un pouvoir combustible significatif. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir fait cette évolution. Votre deuxième question, je crois, portait sur la partie résine biodégradable. Alors, biosourcé, biodégradable, ça n'a rien à voir. Donc, les biosourcés qui sont la même molécule que les molécules de matière issues du pétrole ne posent aucun problème au recyclage. Donc, ça, il n'y a pas de sujet. Par contre, pour les produits biodégradables, là, pour le coup, et essentiellement, je dirais, sur le flux des films, c'est un vrai problème pour le recyclage. C'est pas facile à extraire des gisements. Et il faut vraiment qu'il y ait une coordination pour qu'on ne se mette pas à développer du bio. En tout cas, si on veut être capable de recycler de façon beaucoup plus importante, il ne faut pas, dans la même fonctionnalité, mettre côte à côte de la matière, entre guillemets, avec la molécule classique, et de la matière biodégradable, parce que c'est évident les deux gisements viennent se polluer l'un l'autre, et en termes de captation des flux et en termes de recyclage derrière, on se met en danger vraiment. Votre question ? Marie Broutel, Smectop des Flandres. Je pense que dans vos éco-conceptions, vous oubliez aussi le consommateur. Il faudrait peut-être l'impliquer beaucoup plus, de façon à ce qu'il puisse utiliser vos produits. Cette bouteille-là, on avait impliqué, c'est une bouteille à destination des professionnels, on avait impliqué le personnel des entreprises de propreté pour le faire, parce qu'avant, pour tout vous dire, on avait des bouteilles rondes qui étaient sérigraphiées, et donc la sérigraphie, on trouvait que c'était pas terrible, on voulait passer en étiquette qui puisse se séparer, et donc on est passé sur le flacon carré pour pouvoir mettre les étiquettes en ligne, et donc on a vraiment travaillé avec eux pour la prise en main. C'est vraiment une bouteille éco-conçue avec des petits picots pour qu'elle les tienne bien en main, avec une bonne dimension, c'est bien dimensionné pour les mains, pour pouvoir bien la porter, parce qu'un litre c'est plus lourd qu'un 750 ou un 500 mm comme on les trouve dans le grand public, donc on les a intégrés aussi sur la conception des bouchons, qui sont vraiment faits. Elle reste bien ouverte. Voilà, et ça a vraiment été conçu à l'origine, c'était pour passer en plastique recyclé, mais on les a intégrés pour la partie utilisation. On l'essaie. Christophe, matière première énergie. Merci. Ce que je trouve vraiment intéressant ce soir, et ça fait quand même plusieurs années que j'entends parler de ces questions-là, c'est qu'il y a vraiment une convergence qui s'affirme au niveau international et aussi en France entre les producteurs des matières premières plastiques et les recycleurs de ces mêmes matières premières, les nouvelles matières premières. Et c'est vraiment intéressant parce que je vois récemment, par exemple, deux conférences très différentes, une organisée par les producteurs du primaire et l'autre par EURIC, les European Confederation of Recycling Industries, et qui disaient finalement exactement les mêmes choses, et qui d'ailleurs croisaient leurs intervenants, au point qu'on voyait des producteurs primaires parler chez les recycleurs, et des recycleurs invités, ou présents en tout cas, auprès des grands producteurs mondiaux. Alors je sais qu'il y a eu récemment une news sur Coca-Cola qui a fait bondir beaucoup de gens. Et alors, ma question c'est, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction actuellement entre cette convergence, qui est tout à fait intéressante, que vous représentez ce soir à merveille, et chez nous, en particulier à Paris, parce que je l'ai moins vu ailleurs en Europe, les volontés politiques de réduire les contenus, de prétendre supprimer la pollution marine en disant il suffit de plus produire du tout, d'arrêter de faire les fameux plastiques à usage unique, mais pas que, parce qu'en fait, quand vous regardez les listes des produits qui sont bannis, il y a aussi des plastiques à usage pluriel. Regardez bien. Donc c'est très curieux. Je ne sais pas comment vous approchez, vous, et comment vous ressentez ça, sachant que derrière, que ce soit au niveau de la fédération ou des recycleurs, ou même, je pense, chez les producteurs comme chez vous, madame, vous avez des milliers d'emplois qui sont concernés par les choix qui vont être faits dans les années à venir avec la feuille de route. Je pense que c'est une bonne réponse de passer en plastique recyclé, parce que c'est vrai qu'on sent, de la part des consommateurs, il y a du plastic bashing, il y a
Des fois, je fais des conférences avec juste des consommateurs qui me disent pourquoi vous n'utilisez pas des flacons verts, il faut arrêter complètement le plastique. Bon, c'est pas toujours si simple. Je crois que quand on maîtrise bien le plastique recyclé, qu'on arrive vraiment à créer ces flux circulaires, ça prend. La consommation devient plus quelque chose de néfaste. Comme je vous ai dit, notre vision à nous, c'est de dire que l'industrie, ça peut aussi être le progrès, ce n'est pas que de la pollution, que l'industrie a apporté quand même pas mal d'avantages en termes de qualité de vie, mais il faut arriver à le maîtriser de manière positive. Et ça, il faut qu'on puisse le montrer aux consommateurs qui aujourd'hui est un peu en position de repli et qui a tendance à, parce que ça ne marche pas bien, de tout rejeter. Je crois qu'il y a des nuances. Et que les industriels, c'est à nous de montrer qu'on est aussi capable d'aller vers des choses positives, vers une approche tout à fait responsable de nos métiers, qui nous rapportent aussi une qualité de vie qu'ils vont pas trouver par ailleurs, et le plastique en fait partie. Nous, pour l'instant, on n'est pas sur des flacons, comment dire, c'est biosourcés, etc., parce qu'il y a tellement de plastique les plastiques mis sur le marché, c'est exponentiel. Essayons déjà d'en utiliser un maximum pour ne pas le gâcher avant de chercher d'autres solutions. Donc nous, on reste sur des solutions plastiques, mais plastiques recyclés, et essayer de l'optimiser un maximum. Parce qu'une fois que c'est sur le marché, autant le réutiliser, sinon c'est gâché. Donc oui, je pense qu'il faut que nous, on arrive à passer ces visions très positives et qu'on rassure. On a besoin de rassurer le consommateur, c'est évident. Moi j'ai envie de dire plastique, what else quoi. Je vous rassure, je me prends pas pour Georges Clooney, mais je veux dire, en ce moment on est vraiment dans une période où on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire aujourd'hui les économies CO2 qui ont été permises par les allègements apportés par le plastique, elles permettent pas d'être dans un raisonnement simpliste dans lequel on dit mais virez-moi toutes ces bouteilles en plastique que je ne saurais voir, surtout faisons des bouteilles en verre, ça va être beaucoup plus environnemental. La réponse est non, ça ne sera pas plus environnemental. Et on est dans le monde de cette complexité dans lequel le plastique pose un certain nombre de problèmes, typiquement des problématiques de pollution marine, mais qui ne sont pas en France, en tout cas, où on sait capter les déchets, ou très, très marginalement en France, où on sait capter les déchets, et on est content d'avoir des plastiques qui sont légers, qui du coup consomment moins de CO2 tout au long de leur cycle de vie. Et donc il faut aussi qu'on soit capable de s'expliquer sur des choses un peu rationnelles quel est le bilan environnemental. Est-ce qu'on a vraiment une solution environnementale bien meilleure que le plastique aujourd'hui? Malheureusement, moi en tout cas, j'en suis clairement pas convaincu. Et donc il vaut mieux qu'on travaille avec notre plastique actuel pour bien le collecter, qu'il soit éco-conçu et qu'il puisse re-rentrer dans une chaîne de fabrication, parce que là, on n'aura pas perdu les avantages de l'allègement, plutôt que d'aller vers d'autres solutions. Après, s'il y a d'autres solutions bien meilleures, on sera ravis de les considérer, mais aujourd'hui, elles ne sont pas sur la table. Oui, pour compléter ce qui a été dit, effectivement, c'est sûr qu'il y a une pollution marine par les plastiques, c'est indéniable, les chiffres sont là, etc. Bon, après, savoir d'où vient cette pollution, c'est la bonne question. D'où viennent tous ces micro-particules de plastique? On le sait, mais voilà, on ne peut peut-être pas le dire, mais en tout cas, on sait qu'effectivement, très 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 large, depuis 90%, on sait que ça vient plutôt de pays d'Asie du Sud-Est, etc. Donc s'il y a des choses à faire, parce que la pollution marine c'est un sujet mondial, donc il faut agir là où la source de ces produits, il y a un fleuve, le fleuve chinois, je crois que c'est le fleuve jaune, qui charrie plus d'1 million de tonnes par an de déchets plastiques. Les Chinois ils font ce qu'ils veulent chez eux, on ne va pas s'ingérer, mais en tout cas c'est des choses à dire, alors qu'on a l'impression que ces déchets plastiques viennent de France ou viennent d'Europe, comme les émissions de CO2. La France c'est 1% des émissions de CO2 dans le monde. On peut effectivement arriver à 0,5, mais c'est parce qu'on luttera en France qu'on fera des efforts très très importants, qu'on réglera le problème au niveau mondial. Donc il faut vraiment s'attaquer au sujet. Je pense qu'il y a une prise de conscience, je crois qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a une alliance
d'industriels du plastique qui vont s'attaquer et financer des projets pour aller justement s'attaquer à la source. Mais voilà, donc c'est le sujet. Alors nous, effectivement, ces questions d'interdiction, c'est sûr que ça nous pèse, hein. C'est des emplois qui sont perdus. Mais bon, disons que, par contre, dans ce mouvement, comment dire, il y a des mouvements, il y a des gens qui s'engouent dans ce mouvement-là et qui visent à finalement éradiquer le plastique de la planète. Donc là, bon, alors on est toujours dans tout blanc, tout noir, etc. Et donc on n'est jamais dans la nuance. Et donc ce qui parle aux gens, c'est les grandes tendances. Voilà, on devrait résumer les plastiques en un mot, interdiction, alors que les plastiques, c'est plein de produits qui apportent d'énormes avantages. Alors c'est peut-être nous, professionnels du plastique, peut-être de vendre plus nos produits sur les aspects justement environnementaux, de protection sanitaire, etc. Donc on n'a peut-être pas fait suffisamment. Et effectivement, bon, les journées sont remplies de chiens écrasés, hein, on ne parle pas des belles choses. Donc et on est dans cette tendance. Et on ne veut pas non plus se cacher derrière nos petits doigts. Et effectivement, il y a des problèmes, on ne collecte pas suffisamment, comme on l'a dit. Il y a un collègue aujourd'hui, voilà, on devrait collecter 100% de bouteilles plastiques. Bon, pourquoi on ne le fait pas? Voilà, donc il y a des énormes progrès à faire. Et donc, on travaille dans ce sens. Mais disons, de vouloir tout jeter, bon, c'est pas. Et nous, comme vous le disiez, il y a des entreprises, il y a des emplois, et ça apporte à la fois de la valeur ajoutée à l'industrie française. Et on est effectivement, c'est le syndrome de la désindustrialisation de la France. Donc nous, on se bat pour préserver la plasturgie française. Et justement, on a beaucoup d'actions pour justement valoriser tout ce qui se fait et faire en sorte que la plasturgie française se consolide, parce qu'elle est encore une fois très très dispersée, qu'elle se consolide, qu'on crée vraiment des entreprises de taille plus importante, des ETI, de façon à ce qu'elles puissent avoir des moyens pour innover, et justement pour intégrer encore plus de matières recyclées, parce que nous on croit dur comme fer que le plastique est le matériau du futur. Merci Marc, je compléterai juste ce que vous dites est assez vrai sur l'évolution qu'il y a entre les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui avec les metteurs sur le marché. C'est assez nouveau, il n'y a pas que les metteurs sur le marché. Pendant des années, le plastique a été un Eldorado, on a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on pense finalement à sa fin de vie, à son recyclage. C'est une excellente chose, on aurait dû le faire plus tôt. Nous, c'est notre métier dans la collecte et le tri, dans le recyclage, forcément, puisque c'est notre métier à nous. Qui est effectivement, comme disait Marc ou Sébastien, il y a toute une économie énorme derrière, donc c'est notre ADN. Mais c'est vrai qu'une des grandes nouveautés pour nous depuis quelques années, on peut commencer à parler en année, c'est qu'on commence à se parler. On se parle avec les metteurs sur le marché, ils viennent nous demander nos avis. Récemment, de la grande distribution qui vient nous voir en nous demandant comment je fais pour bien faire. Voilà, c'est nouveau. Renet le fait depuis longtemps, mais on a des sociétés qui maintenant viennent nous voir parce que les politiques s'en mêlent, parce que l'économie s'en mêle, parce que le social s'en mêle, parce que tout le monde s'en mêle. Et c'était vraiment l'idée de ce soir, c'était de vous montrer que quand on se parle, ça peut avancer. Je crois que j'ai une dernière question. Rémi Marie-Caron, Sébastien, tu parlais de viabilité économique, recyclabilité ou l'éco-conception des produits. Comment continuer à motiver une entreprise comme Renet, qui est le leader, en tout cas dans l'état d'esprit, à continuer à payer et régénérer PET 5, 10, 15 ou 20% plus cher que le prix du premier choix? Recyclage très cher, comme disait Madame. Comment arriver justement à faire venir d'autres boîtes là-dedans alors que ça va coûter très cher? Si on est en capacité de valoriser les économies CO2 et énergie qui sont générées massivement par l'utilisation de ces matières issues du recyclage, il me semble qu'on sait résoudre la contradiction. Parce que pour le coup, un Renet, si demain le point vert qu'il paye sur les emballages qu'il met en marché était amené à baisser drastiquement parce qu'ils ont passé par exemple 50% de matières recyclées, ça va améliorer leur compte de résultat. S'ils ont un petit bonus qui pourrait être partagé avec les régénérateurs et les gens qui font du tri, qui est lié à chaque fois qu'ils mettent une tonne de recyclé aux 3 tonnes ou 3 tonnes et demie de CO2 qu'ils ont fait éviter, ça va aussi aider. Et là, il y a des choses qui peuvent se rééquilibrer. Je pense que dans les problèmes qu'on a besoin de résoudre,
la transition et le fait de régler les problèmes climatiques, il faudra que les externalités, donc la pollution, la génération de CO2, y rentrent petit à petit dans les prix ou dans le système qui va avec les prix. Et ça, c'est partie des choses qu'on peut faire qui font que le prix de la pollution ou le prix de la dépollution il rentre dans le système de prix et qui rend vertueux économiquement les actions qui sont environnementalement. Donc il faut vraiment être motivé pour intégrer. Manuel Blanc, je veux bien répondre à monsieur, puisque c'est un sujet que Frédéric travaille activement, c'est les mécanismes de marché, justement, certificats d'incorporation matière, donc basé sur le modèle des certificats d'économie d'énergie. Et voilà, on tient, à mon avis, un mécanisme qui devrait permettre d'avoir ce développement. Donc on partage en ce moment avec l'ADEME pour construire quelque chose qui soit viable et qui permettra de dynamiser tout ça. Merci à tous, merci à vous trois. Je pense qu'on a fait un bon tour de la situation et de ces partenariats qui peuvent marcher tous ensemble. Avant de vous libérer, je voulais juste vous présenter quelqu'un. Vous avez un livre qui vient de sortir que Mathieu Combe a écrit ici. Mathieu est journaliste. Il nous a tous interrogés dans le monde de la plasturgie, j'ai envie de dire un peu à tous les étages, autant chez les collecteurs, les trieurs, les régénérateurs, un petit peu tout le monde. Il a interrogé tout le monde, les associations, les associations qui cherchent des idées pour recycler des plastiques. Donc il a fait un panorama très large. Son bouquin vient juste de sortir. Je crois qu'il est sorti la semaine dernière. Voilà. Alors moi j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première la semaine dernière. J'ai commencé à lire. J'ai appris des choses, plein de choses sur le plastique et c'est extrêmement intéressant. Je vous le recommande vivement, vraiment parce qu'il est très très complet, notamment sur la fabrication du plastique, sur l'évolution, sur la collecte, etc. J'ai pas tout lu encore, je vais bientôt le finir. Mathieu va se tenir, si ça vous intéresse, en sortie de la réunion avec son livre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est ça. Merci. Merci à tous, bonne soirée à tous et encore merci d'être venus.